Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans e-École. Le premier cours de la semaine, nous commençons toujours par la philosophie, pas d'exception à cette règle. Le professeur Songue Diouf est déjà là. Professeur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs des réalités insaisissables. Peut-être nous allons parler de la métaphysique. Nous allons interroger la métaphysique. Comment interroger une réalité qui n'est pas perceptible ? Oui, elle n'est pas perceptible, certes, par les organes de sens, mais vous savez très bien Oui. que l'ordre de ce qui est ne se réduit pas à ce qui fait l'objet d'une perception sensorielle. C'est vrai. Donc le cours s'intitule l'interrogation métaphysique et c'est un axe majeur, ça veut dire quoi? C'est un élément important dans la mise en place du programme de philosophie. Parce qu'on a l'habitude de montrer que même si toute la philosophie n'est pas que métaphysique, mais pour l'essentiel, c'est par la métaphysique que la philosophie trace la frontière qui la sépare des connaissances dites objectives. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de métaphysique, on parle de Dieu, on parle de l'âme, on parle de la liberté, on parle de la destinée. Bref, on envisage des perspectives qui ne sont pas celles des connaissances scientifiques et objectives de façon générale. Et qu'est-ce que la métaphysique ? Oui, qu'est-ce que la métaphysique? Si on fait l'approche étymologique du terme, Oui. chacun sait qu'il y a le mot grec méta, ta, physika. Méta qui signifie qui est au-dessus, et donc physica qui est au-dessus de la physique. Donc physique, ça renvoie aux réalités d'ordre matériel perceptibles par nos organes de sens. Donc quand est-ce qu'il y a discours métaphysique? C'est lorsque l'objet sur lequel nous pensons échappe à la possibilité d'être perçu par les organes de sens. C'est d'ailleurs une définition, par exemple, qui lui est donnée par quelqu'un qui s'appelle Arthur Schopenhauer. Disant, j'ouvre les guillemets, j'entends par métaphysique toute connaissance ayant la prétention de dépasser le cadre de l'expérience. Fin de citation. Et quand Arthur Schopenhauer dit « j'entends par métaphysique toute connaissance ayant la prétention de dépasser le cadre de l'expérience », dépasser le cadre de l'expérience, ça veut dire encore une fois que nous ne sommes plus en contact avec des réalités matérielles, mais nous envisageons des objets qui ne peuvent être perçus par nos organes de sens. Oui. Maintenant, de manière générale, on pourra donc dire que la métaphysique, c'est une réflexion philosophique, mais sur la condition humaine en général, sur le sens, sur l'origine et les finalités de l'action humaine. Mais il devrait être bon, Pape, de rappeler que quand même, Oui. le premier grand système métaphysique, nous le devons à qui? À quelqu'un qui s'appelle Platon. Oui. C'est chez On Platon. parle même de la métaphysique platonicienne. La métaphysique platonicienne. Or, la philosophie de Platon en général, comme sa métaphysique, elle est articulée à ce qu'on appelle en grec une correspond, ça veut dire une sorte de coupure. Vous le connaissez en deux ordres de réalité. Une réalité intelligible et une réalité sensible. Sensible, oui. Et donc, dans la perspective de Platon, on ne peut penser métaphysiquement qu'à la condition de procéder à cette élévation spirituelle par laquelle nous partons du sensible, mais simplement vers l'intelligible. Les deux mondes sont caractérisés en termes très clairs chez Platon. Le sensible, celui dans lequel nous séjournons, est celui du devenir. Ça veut dire quoi? Il est placé sous le signe de la génération et de la corruption. Donc il dit que c'est des réalités qui sont passagères, éphémères, sans durabilité, sans consistance. Pourquoi? Mais parce que soumises à un flux et à un changement permanent. Par opposition donc à ce monde de l'instabilité chronique, il y a l'ordre du sensible, qu'il appelle le monde des idées, qu'il appelle le monde des essences, qu'il appelle le monde des formes pures. Idées, essences, formes pures, c'est pour montrer la différence avec ce qui appartient à l'ordre sensible. Et c'est pourquoi chez Platon, penser métaphysiquement, comme je vous l'ai dit, suppose une forme de catharsis, par lequel, comme nous avons dit, nous nous détournons de tout ce qui relève du sensible pour nous élever à la hauteur de l'intelligible. C'est d'ailleurs le sens dans lequel il faut comprendre sa fameuse définition de l'acte de philosopher, mais comme apprentissage de la mort. Oui. Il s'agit de mourir au corps. Et c'est cette mort, entre guillemets, au corps qui permet, entre guillemets, à l'âme de s'élever à la hauteur de la méditation et de la réflexion. Mais elle est un peu spirituelle, la métaphysique. Si on interroge un peu ce qui est à l'origine de quelque chose, on est surtout dans le domaine du spirituel. Est-ce vrai ou faux? Mais c'est absolument vrai, vous avez raison. Parce que ce que l'on dit d'un point de vue métaphysique relève plus de la spéculation. C'est pourquoi j'ai dit, c'est par la métaphysique qu'on peut sentir en quoi la philosophie est philosophie et qu'elle procède à un dépassement des limites de la connaissance objective. Aucun savant ne se prononcerait sur Dieu, c'est très clair. La question de l'amour, la question du chagrin, la question du sens de la vie, la question de la destinée humaine sont des questions prises en charge par la métaphysique. Et vous avez absolument raison de dire que dès qu'il est question de métaphysique, on en appelle plus à ce qui relève de l'intellect qu'à ce qui relève véritablement du sensible. Mais comment la raison s'adapte-t-elle? Comment elle essaie un peu de juger, d'évaluer ce qui n'est pas
réel, ce qui n'est pas rationnel, qui est le domaine de l'irrationnel peut-être, oui. On n'est pas forcément pas dans le domaine de l'irrationnel. On est peut-être dans le domaine de ce qui, encore une fois, ne peut être saisi par les organes de sens. Mais vous savez très bien, comme nous l'avons dit, mais que l'homme, il y a en lui, mais comme ce profond besoin de métaphysique et par conséquent de spiritualité. Emmanuel Kant dit d'ailleurs, autant que je me souvienne, que l'esprit humain renonce une fois pour toutes aux recherches métaphysiques. Voilà ce à quoi on ne devrait pas s'attendre, pas plus qu'à nous voir pour ne pas respirer un air corrompu, suspendre notre respiration. Et il finit par dire, il y aura en tout temps, chez tout homme, une métaphysique que chacun se taillera à sa guise. Fin de citation. Et quand il dit une métaphysique chez tout homme que chacun se taillera à sa guise, mais ça veut dire clairement quoi? On ne peut pas se passer de métaphysique. Mais les moyens de satisfaire ce besoin métaphysique-là varient d'un individu à un autre. Certains satisferont leurs besoins métaphysiques par la prière, par le jeûne, par les actes de dévotion religieuse, d'autres par la méditation, d'autres par la philosophie, d'autres même par la création artistique, puisque même l'art a une dimension profondément métaphysique. Et surtout, la raison doit donner du respect à ce qu'elle ignore. On va parler un peu des critiques de la métaphysique. Comment c'est-à-dire, critique de la métaphysique, c'est par rapport aux philosophes qui ont établi des critiques par rapport à la métaphysique, ou bien ils critiquent la métaphysique? Ils ne critiquent pas, il y a les deux. Oui. Ça veut dire, vous avez des auteurs qui vous disent, écoutez, la métaphysique est un vain bavardage, ça ne sert absolument à rien. Il y en a d'autres qui attaquent la métaphysique, mais du point de vue qu'elle prétendrait à être une connaissance. Il y en a qui vous disent une connaissance métaphysique n'est pas possible. Ouais. C'est la perspective, par exemple, d'Emmanuel Kant. Kant dit, tout ce que l'homme peut connaître, c'est ce qui peut être expérimenté par ses organes de sens, ce qu'il appelle entre guillemets le monde phénoménal. Mais tout ce qui appartient à ce qu'il appelle le monde nouménal, lui Kant, il dit la raison, elle s'égare et se fourvoie. Fin de citation. Quand il dit la raison s'égare et se fourvoie, ça veut dire quoi? Je ne peux pas m'empêcher de réfléchir sur Dieu. Je ne peux pas m'empêcher d'interroger le sens de ma vie. Mais ce que je dis n'a jamais la valeur d'une connaissance rigoureuse. Oui. Elle ne peut être qu'une approche purement spéculative. Donc, il y a des auteurs maintenant qui vont se démarquer de la perspective de Platon. C'est pourquoi d'ailleurs il faut préciser, chez Kant, il y a beaucoup de confusion qui s'installe. Il pense que Kant rejette la métaphysique. Non, je tiens à le préciser et à le repréciser parce que c'est un contresens dans lequel les élèves tombent très souvent. Oui. Il pense que Kant rejette en bloc la métaphysique. Non, il rejette la possibilité d'une connaissance métaphysique, mais il dit clairement qu'en tant que besoin, la métaphysique est même indispensable à l'homme. Oui. Maintenant, au-delà de Platon, vous avez des auteurs tels que Descartes, vous avez d'autres auteurs tels que Hegel, bref, qui se retrouvent dans le fait d'accorder la prééminence à la pensée métaphysique. C'est justement cette importance-là accordée à la métaphysique qui va être critiquée, remise en question dans le devenir ultérieur de l'histoire de la philosophie. Les critiques les plus habituelles sur lesquelles nous insistons dans nos travaux de classe, c'est par exemple la critique des marxistes. Dans la perspective de Karl Marx et de Engels, il montre très clairement, entre guillemets, mais que la métaphysique, elle nous détourne simplement de l'essentiel. Pourquoi? Parce que Karl Marx dit, qu'est-ce qui caractérise les rapports entre les hommes? Qu'est-ce qui gouverne les relations sociales? Elles sont marquées par le règne des injustices, des inégalités, et comme il dit, de l'exploitation de l'homme par l'homme. Or, la métaphysique, qu'est-ce qu'elle fait? Marx dit, elle nous coupe de cette réalité, de la nécessité de changer le monde, mais pour nous plonger dans un monde purement abstrait de concepts qui n'ont rien à voir avec les réalités matérielles dans lesquelles l'homme vit. Une anesthésie sociale. Absolument. Et donc, chez Karl Marx, il faut mettre fin au bavardage métaphysique, entre guillemets, pour développer une philosophie de la praxis, ça veut dire de la transformation et de l'action transformatrice du réel. Or, chez Marx, nous ne trompons pas, transformer le réel, c'est abolir les injustices, les inégalités, instaurer une société, comme il dit, dans laquelle il y aura un partage équitable des biens et des richesses. Oui. Au-delà de cette critique des marxistes, vous avez par exemple une critique qui nous viendrait de celui qui est considéré comme le père du positivisme, Auguste Comte. Dans positivisme, vous avez l'âge positif. Une manière de montrer, dans la perspective de Comte, qu'en fait, lorsque la science vient, l'explication rigoureuse qu'elle apporte de la réalité fait qu'entre guillemets, toutes les autres formes de connaissance, et donc
forcément la philosophie doit disparaître pour céder la place à la rigueur et à l'objectivité de l'explication scientifique. Oui. Vous avez également d'autres critiques qui viendraient d'auteurs qui appartiennent à ce qu'on appelle le cercle de Vienne, capitale de l'Autriche. C'est plus des logiciens qui, eux, disent, écoutez, lorsque vous observez les grandes phrases classiques de la métaphysique, en réalité, c'est des bavardages, c'est un divertissement grammatical, des jeux de mots, mais inaptes à dévoiler le sens et la réalité. Donc vous avez souvent ces critiques-là qui s'opposent à d'autres, comme nous l'avons dit, tels que Platon, tels que Descartes, qui considèrent que la métaphysique est l'essence même de la philosophie et lui accorde véritablement toute son importance. Et d'ailleurs, je me souviens d'une citation d'André Gide, qui est un peu un partisan de Karl Marx. Je sais, il ne me suffit pas de croire que le sable des plages est chaud, il faut que mes pieds le sentent. C'est-à-dire que je ne crois que ce que je vois, par exemple. Absolument. Oui, il faut que les pieds le sentent. Ça veut dire que si Gide dit ça, je ne connaissais pas ce texte-là, mais c'est une manière de montrer que il n'y a pas de compétition entre guillemets possible, de rivalité possible entre ce que je perçois, ce que j'éprouve et ce qui relève de la démarche conjecturale et spéculative. Et ce cours, la métaphysique, le cours est jugé comme étant un cours un peu profond. Abstrait. Et par exemple, les élèves un peu développent une sensation de scepticisme par rapport à ce cours-là. Et d'ailleurs, il n'est pas bien suivi, il n'est pas bien révisé. Comment faire aimer la métaphysique aux élèves qui veulent des choses qui sont concrètes? Oui, mais c'est-à-dire, justement, le rôle du professeur de philosophie et l'objectif de la philosophie, c'est de les amener justement à comprendre qu'il y a un au-delà de ce qui est perceptible par les organes de sens. C'est vrai que le cours peut paraître abstrait, c'est vrai qu'il peut dérouter, et il déroute très souvent, comme vous dites, les élèves, mais moi, je considère que c'est l'un des moments les plus agréables, entre guillemets, de la séance de philosophie. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que l'élève perçoit ce qui fait vraiment la spécificité de la philosophie et ce qui fait la différence entre ce que fait le philosophe, ce que fait le savant, ce que fait le religieux. Et c'est pourquoi, même si, comme j'ai dit, toute la philosophie ne se réduit pas à la métaphysique, elle est l'essence. Comme dit Hegel, il dit c'est la sève ou c'est le sol nourricier de la philosophie. Donc c'est un cours qui peut être agréable, qui peut être passionnant, ça dépend simplement de la façon dont on le présente. C'est vrai que si on ne fait pas un effort pour rendre perceptible et intelligible ce que vous dites, il va de soi que pour la métaphysique comme pour conscience et inconscient, c'est des cours qui sont réputés un peu rébutants, rébarbatifs pour les élèves. Mais je dis encore une fois, l'interrogation métaphysique, moi je considère qu'elle est le nœud gordien et que quand l'élève aura perçu et compris ce qui fait la valeur de l'interrogation métaphysique, il aura compris également ce qui fait la particularité de la philosophie. On va actualiser la métaphysique, parler un peu de l'actualité de la métaphysique. Dans ce contexte de période de crise sanitaire, ça donne quoi? Ça donne la capacité pour l'homme de réfléchir sur ce qui lui arrive et de se poser la question que le savant ne se pose pas, la question du pourquoi. Parce que la philosophie, elle n'aurait pas de sens si elle ne permettait pas à l'homme à éclairer les chemins de son existence. Et donc, en cette période de pandémie, beaucoup sont revenus à des textes produits il y a des siècles, mais qui sont en parfaite compréhension, en parfaite harmonie avec la situation dans laquelle nous vivons. Et donc, à quoi sert la philosophie? Elle permet de penser cette situation-là. Les concepts de confinement, les concepts de distanciation sociale, d'ailleurs qui ne veulent absolument rien dire. Et d'ailleurs, ces deux termes-là, distanciation sociale et distanciation physique, la métaphysique penserait-elle comment? La métaphysique penserait-elle comment? La distanciation sociale? Oui, par exemple. On parle de distanciation sociale, physique. Oui, c'est une absurdité. Mais je vous ai dit, par exemple, elle est réglée par Schopenhauer à travers sa fameuse métaphore aux enchevêtrés de Protopique. Donc les philosophes ont déjà pensé ça. Ça veut dire que quand les gens disent distanciation sociale, moi je dis, on fout, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ou on est ensemble ou on n'est pas ensemble. Donc ce n'est pas une distanciation sociale, c'est une précaution physique. Parce que la distanciation, elle relève plus de l'attitude que j'adopte par rapport à l'autre que véritablement d'un simple confinement qui serait le fait d'écarter des gens. Donc la notion de distanciation sociale, la notion de confinement, la notion de liberté, elle est posée par la situation dans laquelle nous vivons. Sommes-nous libres, Pape? Je ne pense pas. Nous le sommes pourtant. Ça dépend, oui. Nous le sommes Ça dépend. Et donc, si la liberté protège, oui. Elle protège. C'est pas un liberticide. Absolument.
Et donc c'est pourquoi, quand vous dites la philosophie, qu'est-ce qu'elle vient faire là, je dis, écoute, elle n'a que sa place justement en situation de crise, parce qu'elle permet à l'homme de se dire pourquoi cela est-il arrivé, comment nous devrions faire pour que ça ne se produise pas, quelle conduite cela nous dicte et nous impose, c'est à quoi sert la philosophie. Oui. Et ici, dans ce contexte, nous parlons toujours de l'actualité de la métaphysique. Comment actualiser la métaphysique? Est-ce qu'il faut faire recours au passé pour justifier ses dires, ou il faut développer une nouvelle pensée? Parce qu'on dit on n'invente pas la roue, presque tout a été dit. D'accord, mais ça veut dire, Pape, vous avez parfaitement raison, mais la métaphysique en tant que telle, elle demeure éternellement actuelle. Oui, c'est ça. Schopenhauer nous dit, les temples, les mosquées, les pagodes, les églises, dans leur grandeur, dans leur magnificence, témoignent de ce besoin métaphysique profond de l'humanité. Oui. Ça veut dire quoi? Que la métaphysique, elle sera actuelle tant que l'homme vivra sous le régime de l'angoisse, de la peur, de la mort, du destin, de la liberté, de l'amour, du chagrin, etc. Et donc, maintenant, en dehors de ce fait que de manière inhérente, la métaphysique est présente en toi, en moi, en tous les hommes, il y a le fait qu'on puisse s'appuyer sur ces ressources, mais pour éclairer véritablement le présent. Parce que Hegel dit, la philosophie, elle est forcément fille de son temps. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ce que le philosophe pense, c'est la pandémie. Demain, ce qu'il pensera, c'est autre chose. Hier, ce qu'il pensait, c'était le développement de l'intelligence artificielle. Bref, elle accompagne la philosophie de l'homme dans ses différents moments et dans les différentes situations dans lesquelles il est plongé. Et comment l'élève, le candidat ou bien la candidate, peut-il aujourd'hui, quand il s'agit d'actualiser la métaphysique, donner des exemples et des argumentaires ou argumentations plausibles qui s'adaptent au contexte tout en ne pas trahir la pensée philosophique? Oui, vous savez, on ne demande pas forcément que ce qu'ils disent soit fidèle à un contexte. Parce que la philosophie, par nature, elle est inactuelle. Autrement dit, elle transcende. C'est vrai qu'elle pense les problèmes du moment, mais c'est une réflexion sur la condition humaine en général. On ne donnera jamais à un candidat au bac qu'est-ce que le Covid, qu'est-ce que vous en pensez, mais non. Mais on pourrait lui donner un sujet dans lequel il serait capable, à partir de cette situation-là, de développer lui-même une pensée critique, libre, ouverte et personnelle. Et surtout, quand on parle de confinement, il n'y a pas meilleur moment que de développer une pensée métaphysique que d'être confiné, par exemple. C'est le poème de Descartes. Oui. Toutes ces pensées livrées dans le discours de la méthode, il dit, c'était pendant l'hiver, les rigueurs de ce climat faisaient qu'il s'est arrêté dans un point, une petite chambre, il s'est enfermé, et la plupart de ces idées géniales ont germé de ce confinement-là. Ça veut dire quoi? La philosophie, oui, elle est fille de la solitude, parce que ce n'est que dans la solitude que l'on peut penser. On est seul, on est obligé d'être seul parce que le message c'est restez chez vous. Comment rester chez soi et développer une pensée philosophique qui est adéquate à la métaphysique, par exemple? Rester chez soi, c'est le meilleur moyen, Pape, je vous l'ai dit. Oui. Parce que lorsqu'on est chez soi, généralement l'homme ne reste pas chez lui. Généralement. C'est un être social, c'est ça. Un être social, un être de relation. Mais ici, il a l'occasion un peu de s'arrêter. Et ce que le philosophe a l'habitude, lui, de faire tout le temps, les autres n'ont pas l'habitude de le faire. Ça veut dire quoi? De s'arrêter et de s'interroger sur ce qu'ils font et sur leur propre existence. Et donc, le temps du confinement, oui, est un temps où on reste chez soi, mais tout en ayant la possibilité de penser le monde lui-même. On reste chez soi, on pense également aux enfants. Il y a Hugo qui disait, par exemple, que l'enfant a une mémoire courte, mais le souvenir rapide. Et c'est tout le message de SOS, de village d'enfants, et qui s'active pour donner des foyers aux enfants, la chaleur d'un foyer pour chaque enfant qui nous sommes. Chaque enfant a besoin d'un foyer chaleureux pour s'épanouir, et nous aidons des familles du monde entier à nous leur offrir. Donc, il faut aider SOS Village d'enfants et SOS Village d'enfants qui ont un partenaire de e-école, un mot pour SOS par exemple, qui s'active un peu pour donner les enfants en toi, donner un enfant en toi, se lui assurer un bel avenir. Mais surtout l'éduquer. Vous avez cité Hugo, je me souviens d'un mot de Victor Hugo disant « Un enfant qu'on éduque est un homme que l'on gagne ».
Oui. Et donc, je crois que nos partenaires du village d'enfants SOS ont compris que le meilleur investissement qu'on pourrait faire, c'est simplement au niveau de l'enfant. Parce qu'au fond, toute la sagesse, elle est dans l'enfance. Et si le spot est disponible, nous allons peut-être le diffuser. Sinon, peut-être ce sera la fin de l'émission. À la fin de l'émission, certes, c'est par rapport à SOS Village d'enfants qui aide les enfants à avoir un toit. Yago qui disait également ouvrir les prisons, ouvrir les écoles, fermer les prisons. Tout cela est relatif aux enfants, à la prise en charge éducative de ces enfants-là. Merci également à SOS Village d'enfants. Nous continuons et c'est juste peut-être la fin de ce cours. Un cours sur la métaphysique. Par exemple, les élèves craignent que ce cours-là sorte lors des examens du baccalauréat, mais tout est possible. Tout est possible. Un cours doit être évalué. Toutes les parties du programme. Exactement. Qu'est-ce qui est attendu du candidat? Ce qui est attendu du candidat, j'ai dit, c'est qu'il comprenne que c'est la métaphysique qui fait la spécificité de la philosophie. 2, qu'il comprenne en quoi la métaphysique, elle divise. Autant il y a des gens qui affirment la prééminence de cette métaphysique-là, autant des gens qui rejettent et montrent qu'en fait, elle n'est qu'un bavardage insensé. Donc, quand il aura compris que c'est par la métaphysique qu'on lui apprend, lui, à se rendre compte qu'il n'est pas dans le monde comme le végétal, qu'il n'est pas dans le monde comme les autres animaux, mais qu'en plus d'être là, il a conscience d'être là, et comme il est là, il ne peut que penser. C'est Schopenhauer encore que j'aime bien, qui disait excepté l'homme, aucun autre animal ne s'étonne de sa propre existence. Et il ajoute, c'est une chose si naturelle qu'il ne la remarque même pas. Qu'est-ce que l'homme? Réponse de Schopenhauer, l'homme est un animal, mais un animal métaphysique. Un animal métaphysique. Absolument. Il est partout et parfois nulle part dans le monde sensible que dans le monde intelligible. C'est par la peine que c'est un monde intelligible qu'on n'a pas le droit de penser. On pense plus le monde intelligible que le monde sensible. On subit un peu le monde. Oui, on le subit quand on ne le pense pas. Mais quand nous le pensons, nous cessons de le subir justement pas. Et le philosophe, c'est comme une chouette de Minerve, il attend juste le crépuscule pour penser. Absolument. Et c'est ces rapports-là qu'il entretient avec la réalité, mais qui fait qu'il est différent des autres papes. Les autres naissent, grandissent, meurent. Je ne dis pas qu'ils ne pensent pas, mais très souvent, ils ne s'arrêtent pas pour s'interroger sur ce qu'est la vie. Si la vie a un sens ou si elle mérite d'être vécue. C'est pourquoi, encore une fois, Schopenhauer leur dit, rappelez-vous que non seulement vous êtes des animaux, oui, mais vous êtes d'abord et avant tout, qu'est-ce que l'homme? Un animal métaphysique. Bergson dira, lui, un animal religieux. Et surtout un roseau passant. Professeur, merci, c'est la fin de ce cours. Déjà, merci beaucoup, Pape. Merci également d'être là toujours. Votre disponibilité est sans faille pour accompagner les élèves qui sont frappés par cette pandémie. Mais c'est récemment, on va rouvrir les écoles. La reprise, c'est le 2 juin. Les ministres concernés s'y activent avec un peu les classes d'examen, c'est-à-dire les élèves qui doivent faire le certificat, les élèves qui doivent faire le BFM, mais également les candidats du baccalauréat. E-école continue, le ramadan c'est fini, c'est vrai. Heureusement pour ceux qui se nomment Diouf, ce sont mes amis. Mais e-école continue du lundi au vendredi. Nous allons continuer les cours, les matières phares pour aider un peu les élèves qui sont en classe d'examen de réviser tout en restant chez vous. Restez chez vous, restez vigilants, surtout en cette période de crise. Ce n'est pas l'heure de baisser la garde. Il faut continuer encore la vigilance. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre cours dans e-école.